Bonjour à tous, nous sommes le 30 juillet 2024. Aujourd'hui, nous recevons Ange, évidemment un nom d'emprunt, parce que ce monsieur en a déjà assez, entre guillemets, bavé dans sa vie et ne tient pas particulièrement ni à se montrer, ni à même à donner son véritable nom. Et nous comprendrons d'ailleurs assez rapidement pourquoi. Comme toujours à grands traits, je vais brosser, sa biographie. Ange a été dans une famille, on peut dire normale, jusqu'à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans, les parents ont décidé de le placer en foyer et ce foyer, il y restera jusqu'à l'âge de 11 ans. Puis à 11 ans, il se passera dans cette vie de jeune adolescent un drame sur lequel il ne nous appartient pas de nous appesantir, mais c'est disons quelque chose qui a très mal tourné entre amis de cet âge-là, et c'est quelque chose, une blessure qu'il porte en lui, et nous aurons l'occasion de parler de ses autres blessures. Dans son parcours, à ce moment-là, de jeune adulte et d'adolescent, il va demander à entrer à l'armée de manière volontaire. Il y sera refusé pour des raisons qui paraissent étranges. Puis il sera quand même engagé à la Légion étrangère, et après quelques mois, à la Légion étrangère, on lui dira: «Non, non, 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 te garde pas parce que sinon le médecin de la Légion étrangère va être en conflit avec le médecin de l'armée, c'est pas possible». C'est très, très, très douteux comme argument et on sent bien qu'il y a déjà probablement quelque chose derrière de pas très clair. Puis dans sa vie de jeune adulte, il aura, fait une mauvaise rencontre, personne, d'une dame qui va se servir de lui, ou plus exactement de son génome, et ensuite très enthousiaste à l'idée de lui faire payer des pensions alimentaires tout en séquestrant l'enfant. Cet enfant d'ailleurs sera l'objet régulièrement de participations douteuses de la police avec des organisations d'enlèvement où la mère apporte l'enfant et un paquet, et puis appelle les flics en disant, ben voilà, son père s'en est emparé. Donc on voit déjà le harcèlement administrativo-sentimental qui se trame derrière. Il y a déjà eu le refus de l'armée, c'est-à-dire l'intégration dans une famille qui lui a toujours manqué. Ensuite, il va se passer à la charnière des années 2000 quelque chose de très grave, en ce sens que, à l'intérieur de la police, certains crânes d'œufs ont décidé qu'il était trafiquant de drogue, ce qu'il n'est pas, ce qu'il n'était pas, ce qui ne l'empêchera pas d'avoir droit à une descente du GIGN. Et parmi les Pandores, il y en a un de 23 ans qui a la gâchette facile et qui tire et qui le blesse très grièvement. Ange sera blanchi de toutes ces accusations, mais comme il le dira, il n'a jamais vu un franc de l'État français, qui pourtant a été condamné. Il sera ensuite, dans sa vie, attaché à de nombreux petits boulots, chaque fois avec des difficultés qui ne tiennent pas à lui, mais des difficultés quand même. Et toujours derrière un harcèlement administratif, des flics toujours trop présents pour tirer le danger qu'ils pouvaient représenter. Mais une fois qu'on est fiché S, on n'en sort plus, et je crois que ça a été son malheur dans cette histoire-là. Et pour terminer, il nous parlera quand même de ses sentiments sur le fait qu'il est probablement victime aussi d'armes à énergie dirigée, mais il est également tout à fait victime de harcèlement, théâtre de rue, quand il sort, ce qui lui arrive de plus en plus rarement. On peut penser que Ange est physiquement et moralement est extrêmement atteint alors qu'il n'a rien à se reprocher. Je dirais cette histoire à 11 ans, c'est une bêtise entre adolescents et dont il n'est pas vraiment responsable. Je ne sais pas d'ailleurs comment ça s'était fait.
mais il va nous raconter maintenant et je vais lui laisser la parole. Alors, vous pouvez, dans ce tableau que j'ai brossé très rapidement, nous dire d'emblée quels sont les éléments sur lesquels vous voudriez qu'on s'apesantisse d'emblée. Bonjour tout le monde. Les éléments que je trouve qui ne sont pas du tout euh, légitimes, si je puis dire, c'est le fait de détruire des êtres humains qui n'ont rien fait, à les bafouer, à les jeter en prison, en isolement, bien sûr, hein, au QHS, et continuer à taper dessus, si je puis dire, par des harcèlements, des PV, plus gros que des factures, comme encore la dernière que j'ai reçue, un peu plus de 17 000 euros. Euh, Se demander toujours pourquoi. Pourquoi ça nous tombe toujours dessus? Pourquoi on ne peut pas vivre tranquille? Pourquoi, pourquoi cet acharnement, si je puis dire, sur un personnage qui est tout à fait normal, qui est tout à fait neutre, qui est... euh, enfin, je pense que j'aurais été un gros bonnet, j'aurais compris. Mais là, même quand ils m'ont tiré dessus, ils n'ont même pas trouvé 100 euros sur le compte en tant que trafiquant de drogue. J'en ai eu fréquenté, même, enfin, fréquenté, c'est un grand terme. Ils roulaient tous avec des grosses voitures, tous des gros comptes en banque, ou beaucoup d'espèces. Que moi, j'étais simplement un ouvrier parmi tant d'autres. Et là où je trouve pas logique, c'est que il y en a qui prennent des coups de matraque et dont certains prisons vont aller voir à l'hôpital et que ils ont des rentes à vie et que moi, je suis toujours à vendre mes affaires pour pouvoir subvenir à mes petits besoins. Est-ce que vous pourriez quand même nous dire un petit mot sur une de vos activités qui a consisté à être portier de boîte de nuit et également d'être garde du corps de certaines personnes? Ben, disons que après le foyer, je me suis vite retrouvé dans la rue. Donc, dans la rue, tous ceux qui connaissent la rue et qui ont connu la rue vous diront que il faut vous faire une place, il faut vous faire pas spécialement un titre, mais un respect quand même. Donc de là, j'ai commencé à travailler tous les dimanches après-midi en discothèque en tant que portier. Après, étant majeur, j'ai fait la nuit. En intervalle, je faisais la sécurité rapprochée parce que j'aimais tout ce qui était action. J'ai toujours aimé l'action. J'ai toujours, je suis resté un petit peu, enfin, je suis resté beaucoup dans le système protection, armée, euh, close combat. Donc, puis nous, notre famille, enfin, c'est pas spécialement une famille, c'était euh, plutôt à se foutre sur la gueule que à se dire bonjour et boire un café ensemble. Et c'est vrai que j'ai- la bagarre, j'aimais pas spécialement la bagarre, mais j'aimais tout ce qui était technique de combat. Euh, Dans mon frère qui m'a élevé, m'a appris pas mal le close combat, parce que lui, il était moniteur. Donc, avec la sévérité qui était notre père, un exemple parmi tant d'autres, quand on dormait tous ensemble à l'époque, si on avait le malheur de parler ou de respirer un peu plus fort que d'habitude, il nous faisait descendre. Avec le nerveux, c'était 50 pompes minimum. Ou alors, si tu n'avais pas envie de manger ce qui te servait, il te remettait une louche et quitte à être jusqu'au petit déjeuner, tu finissais ta soupe ou autre. Donc, j'ai toujours aimé l'action, j'ai toujours aimé les risques, j'ai toujours aimé tout ce qui était hors du commun parce que pour moi,
quand je voyais mon père travailler comme un forcené, 18 heures par jour, pour simplement essayer de payer une redevance télé, déjà à l'époque, je me disais, il y a un gros problème. Oui. Et dans cet état de gardiennage et de garde du corps, vous avez rencontré des personnes dont vous pouvez dire que certaines présentaient des caractéristiques un peu douteuses ou pas? De toute façon, quand vous commencez dans ce système-là, euh, quelque part, vous êtes émerveillé de la façon dont vous procédez par rapport aux habits, vous avez la carte bleue d'entreprise. Donc, dans votre tête, il n'y a pas tellement de barrage, on va dire. C'est après coup, quand vous ouvrez un peu plus les yeux, que vous voyez certaines personnes que, comme vous dites, ce serait maintenant, je me poserais des questions qu'à l'époque, je ne me posais pas tellement, parce que bon, j'étais dans le feu toujours de l'action. J'avais le droit à porter mon arme. Le seul truc qui me revient des fois dans la tête, c'est que ce soit à Lyon, au RG ou ailleurs, il fallait toujours que j'exhibe toujours mon calibre. Il fallait toujours que j'exhibe qui c'est qui était le plus fort, que j'exhibe les gens que je protégeais, que ce soit dans les fins de soirée, dans les soirées aussi mondaines, bien sûr, parce que bon, ces gens-là, ils connaissent beaucoup la nuit, beaucoup d'endroits, clubs privés, etc. Mais toujours sur la fin, il fallait toujours qu'on m'appelle, où je fasse quelque chose, où je D'accord. montre la puissance qu'on pouvait avoir quelque part. C'est ça. On peut faire une toute petite pause. Vous avez cité le mot DRG. Alors, on voit que vous êtes à la croisée des chemins entre, pas dire la délinquance, hein, mais enfin une vie un peu marginale, et en même temps on vous confie la garde de VIP, tout ça sous le contrôle et la houlette des renseignements généraux dont on connaît la dangerosité pour le public qu'ils sont censés protéger. Ça s'est bien passé avec ces gens-là? Je peux dire que oui, moi spécialement, j'ai pas eu de problème parce que j'étais chauffeur et garde du corps en même temps. Euh, un jour, j'ai eu affaire à eux en partant de Lyon. Enfin, à eux, peu importe qui ils étaient, mais bon, ils étaient quand même trois voitures parce que j'avais les personnages derrière. Et je me rappelle que sur Lyon, il y avait un grand canal. Ouais, un grand canal et il y avait toujours des feux rouges. Et donc, moi, je m'arrêtais au feu rouge et puis la personnage derrière me disait, non, tu t'arrêtes plus, c'est fini, tu vas tout droit. Comme j'étais toujours sous les ordres de ces messieurs, donc j'étais tout droit, grillé les feux rouges. Mais à un certain moment, il y a eu deux voitures. Après, la troisième est venue, donc il y avait une voiture devant moi qui met le coup de frein à main, l'autre derrière, pareillement. Euh, donc j'ai baissé ma vitre, j'étais en costard. Et donc il y avait des devant, il y en avait derrière avec les armes sorties. Et donc j'ai baissé ma vitre et le monsieur m'a dit, mais vous faites que griller les feux rouges, etc., etc. Et oui, mais bon, c'est pas sous mes ordres. Et j'ai fait écouter, si vous voulez vous adresser, c'est derrière. Et un des gars derrière, des membres de derrière, a sorti une carte. Ils sont tous mis au garde à vous. Ah, je me rappelle. Et comme j'étais perdu dans Lyon, je leur ai demandé de m'amener sur l'autoroute parce que j'avais pas dormi, ça faisait plus de 24 heures. Donc ils ont mis les gyros, une voiture derrière, une voiture devant, et jusqu'à l'autoroute, feu de tout feu. Après, après des pauses de micro, etc. à l'époque, ouais. Mais ils étaient gros par rapport à aujourd'hui. Euh, après des, après des hearts avec ces gens-là, non, je n'ai pas trop eu à Vous l'époque. n'avez pas trop eu. Ouais, vous avez quand même fréquenté ce milieu-là et puis des gens qui se sentent au-dessus des lois. Est-ce que vous avez également rencontré des gens qui sont tellement au-dessus des lois que, disons, dans tous ces clubs huppés, il se passait aussi, à votre avis, des choses qui étaient beaucoup moins huppées?
Oui, certainement, mais bon, moi, on m'appelait toujours vers les 4 heures du matin, parce que faut savoir qu'un garde du corps, un garde du corps accompagne ces personnes-là quand elles ne sont pas, comment dirais-je, quand elles ne sont pas entourées, quand elles se sentent seules, mais après, quand ils vont dans des clubs qui rejoignent leurs amis, etc., il faut savoir que le garde du corps, il est bon qu'à rester dans la voiture, à nettoyer la voiture, malgré tout. Et on nous appelle ou pour faire une sorte de show, on va dire, euh, pour montrer la puissance qu'on a, pour montrer euh, la, la réputation qu'on a dans le sens où vous disiez, ben, touchable. Euh, Après, c'est vrai qu'on nous envoie faire des petits trucs, mais bon. Mais après, leurs histoires impersonnelles, si je puis dire, dans leur club, on n'était pas trop conviés, on était toujours en retrait, si je puis dire, à, à garder la porte, ou la porte d'entrée, ou la porte de la cabine dans laquelle ils étaient. Mais à mon avis, mon calibre à la taille, de dévoiler mon calibre pour que tout le monde le voie, pour peut-être une signification d'être tranquille, de ne pas toucher, de ne pas embêter. J'ai pas trop compris toujours ces significations de montrer le calibre, ce que en général on montre jamais. Mhm. Et pendant ce temps-là, vous étiez quand même toujours victime du harcèlement de la mère de votre fils. Vous étiez, c'était après 2001, donc après le moment où vous avez pris la balle de ce jeune campin du GIGN, et vous avez quand même été, vous me l'avez raconté, alors systématiquement entouré de flics qui vous veulent pas du bien, ou vous contrôlent, et ceci et cela. Vous me racontez un peu votre vie, on va dire, entre 2010 et aujourd'hui, par exemple. Ah, c'est une catastrophe. On va dire que j'étais tellement devenu parano, mais c'est le terme, que j'avais mis des caméras pour voir ce qui se passait à l'extérieur. Parce que comme je disais, même pour une voiture que je venais d'échanger avec un 4x4, ils m'ont levé à 6 heures du matin, euh, fouillé toute la maison, tiré les tiroirs, bien sûr, avec tellement de délicatesse qui se cassaient. En plus, c'était neuf. Je venais de faire un crédit pour acheter une salle à manger. Euh, à me confisquer encore des armes, des trucs qui disaient pour eux, comme on dirait qu'on aurait dit que c'était un marché aux puces à la maison, ils se servaient comme chez eux, quoi. Mhm. Et ouais, c'était tous les ans, tous les 2 ans, C'est minimum. ça. Et vous m'avez raconté également, bon, ça, on voit bien le harcèlement de nos chers amis flics. Ils sont toujours en mission, hein, ils ne font pas ça. Ils sont comme ça, ils sont couverts, bien entendu, mais couverts souvent par qui? Par des magistrats. Et racontez-nous un petit peu ce magistrat un peu spécial. Ah, ouais, ce magistrat un petit peu spécial, un peu fou même, si je puis dire, qui se prenait pour Dieu, dont il condamnait par rapport à la voix de son chien. Et ça, tout le monde pourra vous le dire. Tous ceux qui sont passés entre ses mains, malheureusement, ils ont des traumas plus qu'importants. Et ben, dès lors qu'on se prend pour Dieu et qu'on a la loi avec nous et qu'on est intouchable, donc on se permet de faire beaucoup de choses. Comme je vous disais, quand on est encore rentré dans son bureau, si son chien a aboyé 3 fois, c'était 3 ans de prison. S'il a aboyé 10 fois, ben, c'était 10 ans de prison. Sans compter les amendes, sans compter la persécution, sans compter tous les gens qui pouvaient vous envoyer, que ce soit dans la bureaucratie, que ce soit dans la diplomatie, que ce soit dans le juriste, Vous savez, je pense que des hommes qui ont un tel pouvoir sur les êtres humains euh, devraient, enfin, dire qu'ils ne devraient pas exister, ça c'est impossible, mais qu'ils soient juristes en plein pouvoir. C'est un nid clair qu'on devrait pas éliminer, mais bon,
qu'on devrait peut-être accompagner, peut-être dans certaines missions, je Tout pense. le moins. Oui, on précisera ma méchanceté habituelle que ce monsieur était très probablement franc-maçon. Tout à fait. Mais de toute façon, la plupart des puissances sont francs-maçons Oui, maintenant. oui, oui, bon, enfin, ça va mieux en le disant. Donc, on voit le harcèlement judiciaire, le harcèlement des flics, le harcèlement de la mère de votre enfant, et vous avez également du harcèlement de rue, du classique. Vous pouvez un petit peu nous raconter ça aussi? Mais dans le sens où que quand vous sortez, vous avez des personnes qui sont inconnues, qui vous disent des mots en passant, ou alors quand vous vous arrêtez parce que vous êtes un petit peu surpris en disant mais je connais, et que la personne vous raconte des choses, des termes, ou alors des, des fractions de votre vie qui s'est passé, et dont il n'y a pas tellement de personnes qui sont au courant, et repartent comme s'il ne rien n'était. Donc, obligatoirement, ça vous met un doute dans la tête, ça Mhm. vous met des questions, ça vous met des pourquoi, et il était où, comment. Enfin, ça vous fait comme une boule, enfin une bombe dans la tête à chaque fois, parce que vous pouvez, toujours avec la peur que vous avez eue, mais un post-trauma, bien sûr, quand vous avez pris la balle, après, quand vous avez pris une balle et vous avez vécu ce que j'ai vécu, vous êtes toujours sur la défensive, si je puis dire. Mais dès lors que vous sortez tranquillement pour aller à un marché aux puces ou autre, et que vous avez des sortes de gens comme ça qui même à vous suivre jusqu'à chez vous, comme il s'est passé, fut une époque, il y a quoi, à peu près 10 12 ans à peu près, où ça a fini à coup de calibre, ici, dans mon quartier, avec trois bonhommes, BMW grise, immatriculés, bien sûr, volés. Tout ça, ça n'a jamais été abouti, ça n'a jamais. Il y a eu, ouais, bien sûr, la police qui est venue, enfin, la soi-disant Oui, police, où c'était une animation, ou alors c'était, je sais pas, je me suis tellement posé de questions que je ne sais plus, en fin de compte. c'est ça. Donc là, on voit le harcèlement complet, hein, dans toute sa splendeur. Alors, peut-être pour terminer cette émission, je vais quand même redire encore une fois que effectivement, vous avez été, comme vous l'avez dit d'ailleurs, broyé par le système de l'État. Je rappelle la fameuse phrase de Maurras qui disait: «L'État ne peut pas vous défendre, mais il sait se défendre». Et vous pouvez essayer de nous dire, par exemple, ce que vous avez l'impression d'être victime d'armes à énergie dirigée, donc voix dans la tête, mots de tête. Ah oui, tout à fait. Ouais. En plus, ce qui m'a été très, très surpris, c'est quand je me suis fait opérer à plusieurs reprises, à la fin des opérations, dans mes veines, il y avait toujours une sorte de grainerie. Et ça, c'est comme si c'était hier, parce que je le sentais et des fois, je voulais m'ouvrir pour voir exactement ce que c'était. Mais c'est vrai que depuis un peu plus de 24 ans maintenant, je ne sais pas ce que c'est une nuit paisible, tranquille, entre les sifflements dans les oreilles, entre les 3000 questions par minute sans avoir de réponse, entre, entre des paroles que vous ne connaissez pas, des phrases que vous ne connaissez pas, des voix que vous ne connaissez pas, et qui viennent vous harceler constamment, vous prendre la tête toutes les nuits, à vous poser des tonnes de questions. Quand vous vous réveillez, vous ne savez même pas des fois où c'est que vous êtes, vous ne savez même pas où c'est que vous habitez. Mais en plus, comme vous êtes seul, parce que vous avez été rejeté de toute partie, que ce soit famille, que ce soit amis, que ce soit vie sociale, si je puis dire, donc vous êtes constamment seul, donc vous avez une nuit déjà qui, entre vos voix, vos sifflements d'oreilles, vos problèmes aussi, parce que le problème de santé est toujours pertinent, le problème de loi est toujours pertinent, est toujours au seuil de votre porte. Donc vous vous posez tellement de questions que vous, en fin de compte, comme mon père disait, de ta maison, tu en as fait une prison. Ben, Et c'est je pas pense vous, que oui, c'est eux qui ont fait une prison. On a oublié de signaler que vous étiez dans la région de Perpignan.
Tout à fait, je suis dans la région des Pyrénées-Orientales, où mon histoire a fait pas grand-chose, dans le sens où quand j'ai sorti mon livre, il devait y avoir des têtes de gondole, Carrefour, Auchan et toutes les grosses firmes. Et en fin de compte, il n'y avait même pas un seul livre, parce que le titre dérange, Mhm. parce que la reconstitution n'a pas été faite, parce que ça te dérange, parce qu'on me met association de malfaiteurs pour deux personnes, pour pas justement favoriser euh, ce qui doit être logiquement la justice. Alors c'est vrai qu'on connaît la justice à double sens. C'est vrai qu'on connaît la justice que celui qui a du pognon, mais j'estime que quand il y a quelqu'un qui a part de vous, qui prend un tome dans le fessier ou autre, que certains diplomates se déplacent pour aller le voir en prison ou à l'hôpital, et sortant de prison, l'hôpital touche des centaines d'euros, et que vous, vous êtes reconnu innocent des années plus tard devant un tribunal qui a essayé de vous bouffer, mais dont vous êtes fait votre plaidoyer, parce que quand on les a vous passés par des avocats, à 1 000 € la semaine, ça va très très vite. Donc une fois que vous avez tout vendu vos biens, il vous reste que vous, et ce que vous portez à l'intérieur pour vous défendre. Et je pense que la plaidoirie que j'ai faite, comme les journaux le stipulent bien, il y a eu silence total dans le tribunal. La présidente et les plaidoyers, ils ont tous baissé la tête, mais ils n'ont pas fait le geste de dire, bon, on a eu tort, c'est vrai, même si c'est pas reconnu, c'est vrai, mais on va donner à ce monsieur de quoi vivre mieux et de pouvoir élever son enfant un peu mieux et pouvoir lui payer une paire de baskets. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus rien à vendre. J'ai vendu dernièrement la seule chose qui me restait, qui m'était très chère. Ma chaîne en or que j'avais depuis l'âge de 18 ans, avec ma plaque que j'ai vendue une misère, 1 200 € exactement. Une plaque qui faisait plus de 8 grammes avec diamant, avec une chaîne grain de café Cartier. Donc pour ceux qui connaissent, ils verront que ça vaut pas, ça vaut un peu plus que 1 200 €. Maintenant, je vends mes outils. Une bonne partie est partie. Oui. Et après, je pense que je vendrai mon corps à la science, peut-être. Mhm. Euh, il faudrait peut-être que, donc, hors micro, vous me donniez le titre de votre livre, l'éditeur, et on le mettra donc dans la vignette de présentation, puisque là aussi, c'est une forme de harcèlement Ah où oui, de surcroît, oui, on peut dire que c'est une faute d'harcèlement parce qu'ils m'ont même enlevé les droits d'auteur que j'aimerais bien récupérer. oui, oui, donc c'est une belle forme de harcèlement aussi. Non, je vous dirais que moi-même, j'ai écrit un livre sur l'assassinat de Jean-Luc Lagardère il y a déjà quelques années. J'ai vu aussi comment on organisait l'assassinat d'un livre, donc Oui, je peux parfaitement comprendre. Mais merci. écoutez, un tout grand merci pour votre courageux témoignage. Une fois de plus, nous avons devant nous le déploiement de ce monstre froid, brutal, qu'est l'État, qui est censé nous protéger et dont on voit bien que c'est probablement le plus grand criminel qui se trouve sur Terre. C'est sûr. La machine à broyer, je l'ai surnommée. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, Ange, un tout grand merci et je ne sais comment vous dire la sympathie que je vous porte, à défaut de pouvoir faire pratiquement autre chose. merci beaucoup, docteur.